Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi au cœur d'une histoire pleine de rebondissements, de décisions stratégiques et de choix audacieux qui pourraient bien redéfinir l'avenir économique et social d'un grand pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal. Imaginez un instant que vous vous réveillez un matin et que vous apprenez que votre nation, reconnue pour la richesse de ses ressources halieutiques, décide de ne plus renouveler l'accord de pêche qui la liait à l'une des plus grandes puissances économiques au monde, l'Union européenne. Quelles en seraient les conséquences? Quels défis se présenteraient soudain? Quels espoirs naîtraient dans le sillage d'une telle décision? Et surtout, jusqu'où faudrait-il aller pour concrétiser cette quête de souveraineté sur ses propres ressources maritimes? La nouvelle dont je parle, bien sûr, est la non-reconduction, effective depuis le 17 novembre 2024, de l'accord de pêche signé en 2014 entre le Sénégal et l'Union européenne. Ce moment clé, aussi historique qu'inespéré pour certains, est loin d'être un simple fait divers, car derrière cette décision se jouent des questions d'avenir, les emplois des jeunes Sénégalais, la valorisation des ressources locales, la préservation des stocks de poissons, la création d'infrastructures modernes et adaptées, la réduction de l'exode rural et de l'émigration irrégulière. Beaucoup de sujets majeurs se croisent, se superposent, se nourrissent mutuellement, et l'effet d'entraînement, pour peu que l'État sénégalais s'engage pleinement dans le développement de la transformation de ses produits halieutiques, pourrait être considérable. Pour bien comprendre l'ampleur de ce choix politique et économique, il faut remonter le temps et dresser un bref historique de la relation entre le Sénégal et l'Union européenne dans le domaine de la pêche. L'histoire de la signature des premiers accords remonte aux années 1980, une période où le Sénégal cherchait déjà à dynamiser son secteur halieutique pour répondre à la demande croissante de l'Europe et pour obtenir des revenus supplémentaires pour son développement. À l'époque, les flottes étrangères venaient pêcher dans les eaux sénégalaises en contrepartie de compensations financières. Entre les années 1980 et le début des années 2000, plusieurs protocoles d'accords se sont succédés, reflétant tantôt une volonté d'ouverture du Sénégal, tantôt des critiques grandissantes sur l'épuisement des ressources halieutiques, tantôt des ajustements destinés à mieux préserver l'environnement marin. Un tournant important s'est produit en 2006 lorsque le gouvernement sénégalais de l'époque a suspendu une première fois l'accord de pêche avec l'Union européenne. Le motif principal, les Sénégalais estimaient alors que ces accords n'étaient pas suffisamment bénéfiques pour l'économie locale et que les ressources halieutiques commençaient sérieusement à diminuer. Cette suspension, qui a duré jusqu'en 2014, correspondait à une période de prise de conscience accrue de la nécessité de protéger les stocks de poissons et de donner plus de place à la pêche artisanale. Pourtant, un nouvel accord fut signé en 2014 avec un troisième protocole qui courait jusqu'en 2024. Durant cette période de 10 années, le Sénégal a reçu au total 8,5 millions d'euros, soit plus de 5,5 milliards de francs CFA, sans compter les taxes payées directement par les pêcheurs européens. Dans ce même accord, on prévoyait aussi 900 000 euros annuels, environ 590 millions de francs CFA, destinés à financer divers projets d'amélioration de la gestion de la pêche et de préservation des stocks halieutiques. On peut dire que l'enveloppe était intéressante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur la période 2019 à 2024, l'accord avec l'UE a fourni ces sommes jugées significatives par certains. En contrepartie, les navires européens avaient le droit de pêcher dans les eaux sénégalaises, mais sous condition. Ils pouvaient prélever environ 10 000 tonnes de poissons par an, soit moins de 1% des captures totales dans ces eaux. De plus, les espèces ciblées étaient le thon et le merlu noir, et la zone autorisée se situait au-delà de 12 000 nautiques des côtes, afin de protéger la pêche artisanale locale.
On pourrait donc se dire que l'impact sur les ressources halieutiques sénégalaises était relativement faible, du moins en apparence. La réalité des faits, toutefois, est plus complexe. Entre 2014 et 2024, la pêche artisanale au Sénégal a connu une baisse marquée. Les raisons en sont multiples: raréfaction des ressources dues à la surexploitation, changement climatique, augmentation de la concurrence entre pêcheurs, amélioration des techniques de pêche qui peuvent accélérer la diminution des stocks, sans oublier la pandémie de Covid-19 qui a commencé à sévir en 2020. Elle a fortement limité l'accès au marché et intensifié les difficultés des communautés de pêcheurs. À partir de 2020, le monde entier a été frappé par des confinements, des restrictions de déplacement, une fermeture de nombreuses frontières. Forcément, les produits de la mer destinés à l'exportation ou à la vente dans les grandes villes du Sénégal ont souffert d'un net recul. Dans ce contexte, alors que les stocks de poissons se raréfiaient et que la rentabilité de la pêche baissait, beaucoup de jeunes pêcheurs sénégalais ont commencé à envisager d'autres horizons. L'émigration, souvent clandestine, est devenue une porte de sortie pour eux, un moyen de chercher de meilleures conditions de vie, parfois au péril de leur existence. Les tragédies en mer se sont multipliées, rappelant de façon douloureuse la précarité et le désespoir de certains segments de la jeunesse. Arrive alors 2024, l'accord signé en 2014 touche à sa fin. Les Sénégalais, du moins la plupart des acteurs locaux du secteur de la pêche, ne souhaitent pas le renouveler. La décision est alignée sur les promesses de campagne du nouveau gouvernement et, le 17 novembre 2024, c'est officiel, pas de prolongation. D'aucuns y voient une chance historique, une occasion de reprendre la main, de miser sur le développement d'une véritable filière de transformation locale, de préserver les stocks et même, peut-être, de diminuer l'exode. D'autres craignent un manque à gagner, car les 8,5 millions d'euros de l'Union européenne, ainsi que les 900 000 euros annuels pour la préservation des stocks, disparaissent avec la fin de l'accord. Bien sûr, cette décision a fait couler beaucoup d'encre. Au Sénégal, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer un nouvel élan national. L'enjeu principal aujourd'hui est la transformation durable des produits de la mer. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas de pêcher le poisson. Il faut le conserver, le traiter, le transformer, pour le revendre avec une valeur ajoutée. Cela nécessite des infrastructures, des usines, des chambres froides, du personnel formé, des normes sanitaires, un réseau de distribution fiable. Cela nécessite aussi une volonté politique et une capacité à mobiliser des financements conséquents. Les autorités sénégalaises doivent donc se pencher sur un vaste chantier d'infrastructures. Il faut construire ou moderniser les ports de débarquement, installer des unités de transformation, développer la logistique. On parle notamment des ports de Dakar, de Mbour, de Saint-Louis, de Joal-Fadiouth et d'autres sites majeurs. Pour avoir une idée de l'ampleur de la tâche, rappelons-nous qu'au Sénégal, la pêche artisanale occupe encore une place prépondérante dans l'économie locale, assurant, selon certaines estimations, l'emploi de près de 600 000 personnes, directement ou indirectement. Cela comprend les pêcheurs eux-mêmes, leurs familles, les marailleurs, les vendeurs sur les marchés, les transporteurs, etc. La transformation jusqu'à présent est encore trop peu développée. Nous sommes donc face à une situation de défi stratégique pour le gouvernement. Le Sénégal, désireux de gagner sa souveraineté sur ses ressources, entreprend un véritable virage. On pourrait comparer cette décision à un pari historique, un peu comme lorsque le Japon, à la fin du XIXe siècle, décida de moderniser à marche forcée son industrie pour rattraper les grandes puissances. Bien sûr, la comparaison s'arrête là, car nous ne sommes pas dans le même contexte ni la même époque. Mais l'idée d'un sursaut national, d'une volonté d'asseoir son indépendance économique, se recoupe dans ces deux histoires. On pourrait aussi évoquer un épisode marquant de l'histoire sénégalaise en 1960, année de l'indépendance du pays. Le premier président Léopold Sédar Senghor encourageait déjà l'essor de la pêche, de l'agriculture et de la culture de l'arachide pour développer l'économie.
Les décennies qui ont suivi ont vu des plans successifs pour réformer, améliorer, encourager la production locale. Malheureusement, de nombreuses contraintes liées au contexte international ou aux politiques nationales n'ont pas toujours permis d'atteindre les objectifs fixés. De plus, depuis les années 1980, la mondialisation et l'ouverture à des accords internationaux ont souvent fragilisé la pêche artisanale, donnant une place grandissante aux flottes étrangères. Aujourd'hui, en 2025, nous nous trouvons dans une nouvelle ère. Cette ère est celle de la reprise en main de ses ressources par le Sénégal. C'est aussi l'époque du Sénégal Horizon 2050. Un vaste plan de développement censé guider le pays vers une prospérité durable au-delà des horizons traditionnels. Dans le volet halieutique de ce plan, l'accent est mis sur la durabilité, la préservation des ressources, mais aussi sur la capacité à créer de la valeur ajoutée localement. L'objectif est clair, que le Sénégal ne soit plus simplement un fournisseur de matières premières brutes, mais un transformateur capable d'exporter des produits de qualité, tout en garantissant la sécurité alimentaire de ses habitants. Cette vision implique un certain nombre de chantiers prioritaires. Le premier consiste à mettre en place des infrastructures de conservation adaptées, car tout commence là, s'il n'y a pas de chambres froides, pas de système de réfrigération performant, pas de réseaux électriques stables, alors la pêche subit de lourdes pertes. Les poissons, une fois débarqués, doivent être conservés dans des conditions optimales pour éviter le gaspillage et la détérioration. Cela coûte cher, nécessite des compétences techniques et de la maintenance régulière. Et ensuite, il est question d'unité de transformation. Il s'agit d'aller au-delà du simple filet ou de la conservation à la glace. On parle de la fabrication de conserves, de poissons fumés ou séchés, de produits surgelés prêts à la consommation, de plats cuisinés à base de poisson, de farine ou d'huile de poisson. Chaque maillon de la chaîne de valeur peut apporter une plus-value considérable et générer de l'emploi pour les jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de produits de la mer pêchés au Sénégal sont exportés à l'état brut, puis transformés dans d'autres pays, qui les revendent au prix fort. Imaginez le potentiel si le Sénégal parvient à combler ses retards en matière de transformation. Revenons un peu sur les impacts sociaux et humains de cette décision de non-reconduction. L'exemple le plus frappant est celui des jeunes pêcheurs qui, ne voyant plus d'issue dans une pêche artisanale surpeuplée et moins rentable, se lancent dans l'aventure migratoire. On a tous vu dans les médias des images bouleversantes de pirogues surchargées tentant de rejoindre les îles Canaries ou l'Europe continentale. Depuis la fin des années 2000, ces drames de l'émigration irrégulière se multiplient, causant des pertes humaines considérables. L'État sénégalais, dans ses efforts pour endiguer le phénomène, a tout intérêt à créer des emplois et des perspectives économiques au niveau local. Le développement de la transformation halieutique peut être un levier décisif. De plus, l'impact sur l'exode rural est non négligeable. Si les ports de débarquement deviennent de véritables pôles d'activité, ils attireront non seulement des pêcheurs, mais aussi des techniciens, des gestionnaires, des logisticiens, des ingénieurs, des chercheurs. Les zones côtières, longtemps sous-exploitées, pourraient connaître un regain de vitalité économique. Les villes portuaires deviendraient des centres de croissance, évitant à de nombreux jeunes de se tourner vers Dakar ou d'autres capitales africaines pour chercher un emploi. Cette redistribution plus équilibrée de l'activité économique contribuerait à atténuer la pression démographique sur la capitale tout en dynamisant des régions historiquement sous-développées. Sur le plan politique, certains partis d'opposition estiment que la fin de l'accord avec l'UE va priver le Sénégal de ressources financières dont il a cruellement besoin. Ils craignent que la mise en œuvre de la transformation locale prenne trop de temps et se heurte à de multiples obstacles. Corruption, lourdeurs administratives, insécurité juridique, pénurie d'électricité, etc. Ils avertissent qu'en attendant la pleine opérationnalité des infrastructures, on pourrait voir une baisse des revenus pour les pêcheurs et pour l'État. Du côté de l'UE, on regrette certainement cette décision, d'autant plus que les accords de pêche avec des pays comme la Mauritanie, le Maroc ou la Guinée-Bissau sont également soumis à des pressions et à des critiques.
Certains eurodéputés défendent pourtant l'idée que ces accords doivent être gagnant-gagnant, aidant à la fois les flottes européennes et le développement durable des pays partenaires. Mais la réalité est souvent plus nuancée. À ce jour, aucune annonce officielle n'a été faite par l'UE pour reprendre des négociations avec le Sénégal. Il faudra voir comment la situation évolue sur le plan diplomatique dans les mois et les années à venir. Pour le citoyen sénégalais lambda, ce qui compte, c'est de voir des changements concrets, la création d'emplois, l'amélioration de la situation économique, la baisse de l'émigration clandestine, le renforcement de la sécurité alimentaire. Sur ce point, la balle est dans le camp du gouvernement, mais aussi dans celui du secteur privé, des investisseurs et de la société civile dans son ensemble. Il s'agit d'un projet de société bien plus vaste que la simple question de renouveler ou non un accord international. C'est un choix de souveraineté, de confiance en ses propres ressources, de projets communs. Le message que l'on peut retenir et qui doit vous garder en haleine jusqu'à la fin, c'est la nécessité de conjuguer plusieurs dimensions: la souveraineté économique, la préservation de l'environnement, la modernisation des infrastructures, la création d'emplois, la lutte contre l'émigration clandestine. Tout est lié. Si l'on échoue sur un volet, les autres volets en pâtissent. Si l'on réussit à mettre en place un écosystème favorable, les retombées positives s'accumulent. L'histoire du Sénégal en 2024-2025 ne fait que commencer à s'écrire dans ce chapitre spécifique de la pêche et de la transformation. Les jalons sont posés: arrêt de l'accord de pêche avec l'UE, volonté d'investir dans de nouvelles infrastructures, espoir d'en finir avec l'émigration désespérée de jeunes pêcheurs, recherche de partenariats constructifs. Tout demeure ouvert, tout est possible, à condition de ne pas relâcher la pression et de garder le cap sur l'intérêt général. Dès maintenant, je vous invite à laisser un commentaire, à faire part de vos réflexions, de vos idées, de vos questions. Que vous soyez directement concerné ou simple observateur, votre contribution compte. Peut-être avez-vous une expérience dans le domaine de la transformation agroalimentaire ou un exemple concret de ce qui fonctionne dans un autre pays. Peut-être avez-vous une expertise en ingénierie du froid, en logistique, en marketing de produits de la mer. Partagez-la. Le Sénégal a besoin de toutes les bonnes volontés, de tous les talents pour faire de ce tournant historique un succès durable. Si vous appréciez ce type de contenu, si vous voulez continuer à suivre l'évolution de la situation au Sénégal, à connaître les étapes de ce chantier titanesque, si vous voulez aussi voir d'autres exemples de pays qui ont relevé des défis similaires, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo avec vos proches, vos collègues, vos amis.